enseignants apéristes alertent et interpellent l'administration pénitentiaire. Écoutons Adama Fall, membre du mouvement des enseignants de l'APR, au téléphone avec El Hadj Ndiogou Diène. Amadou Camara, parce qu'il est en train de vivre des difficultés déjà au niveau de la prison. Parce qu'il est dans une chambre où il a peur pour sa sécurité. Parce qu'il est dans une situation de paquetage. C'est vrai, il est dans les liens de la détention, mais quand même, je ne parlerai pas de sa santé, mais je parle de sa sécurité physique. Il a peur pour sa sécurité physique et il demande qu'on le transfère à la chambre 5. Parce qu'il a peur pour sa vie. Il a peur pour beaucoup de choses. Parce que hier, toute la nuit, il n'a pas fermé ses yeux. Il est resté assis, éveillé, pour éviter qu'on attente à sa vie. Raison pour laquelle nous avons peur pour sa vie et pour sa sécurité. Nous demandons au chef de cour, nous demandons aux autorités de le transférer dans un autre lieu beaucoup plus sécurisé. Parce que quand même, Amadou Camara, malgré sa situation d'homme politique, malgré sa situation carcérale, il n'est pas n'importe qui dans. C'est un acteur politique, c'est un homme public. Et par rapport à sa sécurité, sincèrement, nous demandons qu'il puisse être transféré dans un lieu beaucoup plus sûr. Parce que quand même, il a peur, il est dans une situation, il est paniqué, il est dans une situation très délicate. Fièvre du Nil occidental, un cas détecté à Kaffrine. Il s'agit d'une fille âgée de 18 ans. Pour éviter la propagation de la maladie, les autorités sanitaires de la région ont pris un ensemble de mesures et dispositions que nous présente Ndeye Awabe dans cette correspondance. Un cas humain de West Nile a été notifié le 9 juillet 2024. Le médecin-chef de la région médicale de Kaffrine tient tout d'abord à rassurer les populations. Dr Baycham déclare que le cas humain de fièvre du Nil détecté a été bien pris en charge. Du laboratoire national de référence, une riposte a été organisée. Le cas a été pris en charge. Toutes les personnes vivant autour du cas ont été surveillées et sont indemnes de la maladie à ce jour. La fièvre du Nil occidental est une zoonose virale transmise à l'être humain par la piqûre des moustiques du genre Culex. Est une zoonose transmise à l'homme par la piqûre de moustiques du genre Culex. Cependant, il existe un vaccin pour les chevaux qui développent une maladie grave en présence du virus du Nil occidental. Chez l'humain, de la fièvre, des céphalées, une asthénie, des nausées sont entre autres les signes les plus manifestes. Asymptomatique dans 80% des cas, l'infection peut cependant provoquer chez l'homme de la fièvre, des céphalées, une asthénie, des nausées, des vomissements, une éruption cutanée. Face à cette situation, Dr Baycham appelle à la sérénité et encourage les populations au recours précoce aux soins en cas de signes et l'utilisation des moustiquaires imprégnés pour se protéger contre les piqûres des moustiques. Ndeye Awabe, Kaffrine, Radio Futur Média. Revenons sur l'inquiétude des enseignants apéristes sur les conditions de détention provisoire de leur camarade Ahmed Suzanne Camara. Je précise que nos tentatives pour recueillir la version des responsables de l'administration pénitentiaire sont restées vaines jusque-là. Nous espérons les entendre dans les prochaines éditions. Autre inquiétude, celle de plus de 300 familles, membres du collectif des habitants des maisons inachevées du plan Djahaï. Les membres du dit collectif s'offusquent des propos du ministre de l'Urbanisme lors de sa visite sur le littoral. Ils estiment que les autorités devraient plutôt procéder à l'audit de l'attribution des maisons du plan Djahaï en vue de leur régularisation. Écoutons Djenouba, il est membre du collectif, au micro d'Aminata Ba. Récemment, nous avons entendu une sortie du ministre de l'Urbanisme. Ce qui nous a réellement étonné, le ministre de l'Urbanisme, le Premier ministre Ousmane Sonko, le ministre de la Femme, à ces trois ministères, nous leur avons adressé une correspondance, joint un rapport de la situation de notre vécu dans le plan Djahaï, mais de la situation de manière générale du plan Djahaï, en leur disant très clairement qu'il y a eu assez de spéculation, de vol de maisons à Djahaï pour les vendre. Et malheureusement, quand nous entendons le ministre, c'est dire que, permettez-moi de le redire en Wolof, ni ubi dougou, ni ubi ñu génn. Nous avons pensé que la priorité pour l'État devait être de rechercher les véritables coupables, les voleurs et les spéculateurs de ces terrains-là et leurs complices. Ceux qui se disent être collectif de Djahaï, quelqu'un de ce collectif-là a affirmé sur un plateau être au courant de la vente de 58 maisons à Djahaï. Et pourtant, beaucoup d'autorités sont au courant. Nous allons aussi saisir l'OFNAC afin qu'ils prennent à bras le corps cette situation du plan de Djahaï. Des plaidoyers ont été menés auprès de toutes les autorités concernées. On demande à ce que vous nous donnez gracieusement, si cela n'est pas possible,
veuillez nous les donner en crédit, comme l'a débuté le plan Diakhaï. Jusqu'ici, malheureusement, il n'y a pas de résultat. On leur a demandé dans le rapport de faire un audit complet du plan Diakhaï. C'est seul dans ce plan Diakhaï que vous voyez toute une famille avoir chacun une maison. RFM, la radio de toute l'actualité. Interdiction de circuler des charrettes et autres pousse-pousse sur le corridor du BRT. La mesure est entrée en vigueur depuis lundi. Les concernés ne savent plus quoi faire et évoquent une baisse de leur chiffre d'affaires. Les piétons, de leur côté, saluent la mesure et souhaitent qu'il y ait un suivi. Reportage Famadion. Alpha Issa Diallo a vu le jour vers les années 70. D'un trottoir à l'autre, il a l'habitude de traverser la route avec son pousse-pousse, ce mode de transport à traction animale pour transporter tout un méli-mélo d'objets en tout genre. Les courses volumineuses des clients jusqu'à leur maison sont devenues son quotidien. Cela fait des années. Polygame, père de famille, et depuis la mise en œuvre du nouveau plan de circulation sur le corridor du BRT, l'homme qui disposait de 5 pousse-pousse a perdu les 4. Il ne lui reste qu'un qu'il a décidé d'immobiliser. Nous l'avons croisé sur l'avenue Patersen, une avenue désormais qui lui est interdite. Nous ne voulons pas brigander, nous ne voulons pas agresser, nous ne voulons pas faire du mal à personne. Nous voulons vivre sur notre sueur, quoi. Faire vivre ça à notre famille. Si on avait au moins où travailler sans passer par pouce, ça allait bien nous arranger. Alors que nous sommes en pleine interview à Petersen, des éléments de la mairie de Dakar Plateau débarquent. Vendeurs, propriétaires de pousse-pousse, c'est une course. Le sauve qui peut. Il faut protéger l'outil de travail avant qu'il ne soit saisi. Pour notre interlocuteur, garantir la sécurité des piétons et des usagers de la route est une chose, mais envoyer des pères de famille au chômage mérite réflexion. On souffre beaucoup à l'heure là parce qu'on ne fait rien. Alors que quand tu rentres à la maison, il faut toujours que tu donnes quelque chose à madame pour préparer. Ils n'ont qu'à arrêter leur manière de faire là. C'est pas... Il faut chercher à aider la population avant de les déranger là où ils sont. L'interdiction de circuler sur le corridor du BRT concerne aussi les charrettes. Babacar Diop, la cinquantaine, assimile la présence des charrettes sur ce corridor à du banditisme. Ils n'ont rien à faire dans la capitale, d'après lui. Normalement, les charrettes ne doivent pas circuler à Dakar, le matin, surtout la nuit. C'est des outils de vol, les charretiers là. La majeure partie, c'est des bandits. Avec leurs charrettes là, ils commettent des vols. Depuis ce lundi 29 juillet, un nouveau plan de circulation est mis en œuvre. Objectif visé, améliorer la fluidité du trafic dans la zone d'influence du corridor du BRT. Au Sénégal, dañ ko bëgg def comme Europe quoi, mais loolu moom du mën a nekk. Suñ ko naree def day metti quoi, parce que ñëpp suñu xëy dañuy xëy lal. Revenons maintenant sur l'interdiction du port de voile islamique dans certains établissements. Avec la sortie hier du Premier ministre Ousmane Sonko qui qualifie cette mesure d'inadmissible et qui annonce que l'État ne va plus l'accepter. Nous reviendrons là-dessus dans un instant, mais avant cela, la réaction du président de l'UNAPES, l'Union nationale des parents d'élèves et d'étudiants du Sénégal, qui salue la déclaration du Premier ministre sur cette interdiction du port de voile dans les écoles. Toutefois, il demande aux autorités de traduire leur discours en actes à travers un texte officiel. Écoutons Abdoulaye Fane au micro d'Abdou Diouf Diagne. Et comme il l'a dit, vraiment, nous saluons cela, respecter les confessions de chacun et de chacune. Mais ce qui est le plus important, c'est une déclaration, mais elle doit être traduite en actes concrets à travers un arrêté, en tout cas un texte officiel qui sera diffusé un peu partout et leur dire tout simplement que l'Union nationale des parents d'élèves est prête à servir de sentinelle par rapport à cela. Et à chaque fois que de besoin, si on constate qu'il y a des manquements de cette nature, nous le dénoncerons pour que vraiment l'équité puisse prévaloir dans le système. Cela vient à son heure. Je veux dire quand même c'était trop tard. Parce qu'il y a certains élèves, certains parents qui ont subi des préjudices par rapport à cela. C'est également l'occasion d'inviter aussi les parents à regarder au niveau des écoles publiques. Parce que nous nous sommes rendus compte que cette année-ci, les écoles publiques ont fait des performances. S'il y a une accalmie, un apaisement dans le système éducatif, c'est sûr que les écoles publiques performeront et ce sera tant mieux pour le système éducatif sénégalais. Cette sortie du Premier ministre ne risque-t-elle pas d'alimenter un nouveau débat autour du port du voile dans les écoles privées catholiques?
Car on se rappelle de l'affaire de l'institution Sainte Jeanne d'Arc, c'était en 2019. Koumba Sandiane Faye. Le débat sur l'interdiction du port du voile dans certains établissements privés catholiques risque de refaire surface 5 ans après la polémique sur une mesure de l'institution Sainte Jeanne d'Arc de Dakar. C'était en 2019. La rentrée s'était faite en décalé pour une vingtaine d'élèves de confession musulmane voilés dont leur admission a été refusée suite à un nouveau règlement intérieur de cette école privée catholique qui fait partie de l'office diocésain des établissements privés catholiques de Dakar. Un nouveau document qui exigeait à l'époque une tête découverte. Pourtant, ces jeunes filles étaient acceptées dans l'école avec tête couverte pendant des années avant ce nouveau document. Avec cette affaire opposant l'institution Sainte Jeanne d'Arc à une vingtaine de familles, notamment franco-libano-sénégalaises, s'en est suivi un accord à l'amiable trouvé après plusieurs jours de polémique. Les jeunes filles concernées devraient porter un voile, mais de dimensions convenables, fournies par l'école. Le 30 juillet 2024, le Premier ministre, face aux 100 lauréats du concours général, louant le rayonnement et pour la plupart de ces meilleures jeunes filles, dit Ousmane Sonko, sont voilées. C'est là que le Premier ministre s'en est allé plus loin pour dire que le régime actuel n'acceptera plus le fait d'interdire à des jeunes filles le port du voile islamique par certains établissements, propos qui semblent en tout cas surprendre l'office diocésain de Dakar, dans lequel se réunissent ces établissements privés catholiques, l'office qui ne préfère pas en parler pour le moment. Au Sénégal, les privés catholiques ont des règlements intérieurs spécifiques qui guident la vie des élèves et de la communauté éducative. Le règlement intérieur peut contenir une clause obligeant les élèves et les parents à respecter les caractères propres de l'établissement, mais il y a à noter que dans les établissements privés sous contrat avec l'État, l'enseignement doit être dispensé dans le respect total de la liberté de conscience sans distinction d'origine, d'opinion ou de croyance. RFM 94.0, la radio en puissance. Un mot d'économie avec ce nouvel emprunt du Sénégal sur les marchés financiers, ou des bons assimilables du Trésor avec 2 échéances, les deux de moins d'un an, bien naturellement. Le Sénégal se contente toutefois de 66 milliards de francs CFA à la place des 70 milliards sollicités. En cause, les taux d'intérêt élevés de certaines offres. Qu'est-ce que cela dit sur la santé économique de notre pays ? Écoutons la réponse de Magaye Gaye qui dédramatise, c'est un économiste international. Donc le Sénégal a obtenu plus que ce qu'il voulait, mais le Sénégal a fait des arbitrages pour ne retenir que 66 milliards, sans doute pour ne pas retenir des taux d'intérêt qui étaient complètement, qui n'étaient pas satisfaisants. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est que le Sénégal est parti chercher 70, le Sénégal en a obtenu 77, mais que le Trésor, après avoir fait des arbitrages en termes de taux d'intérêt, a décidé de ne retenir que 66 milliards. Donc je crois que c'est une performance au contraire. Le Sénégal a eu le montant souhaité. Maintenant, sur ce montant souhaité, le Sénégal n'a retenu que 66 milliards. Et là, si vous voyez les taux maintenant, on revient à la deuxième problématique, les taux. Alors, le taux marginal, il est tourné autour de 6,74%. Alors, déjà, 6,74% sur le marché, je trouve que c'est très correct parce que le Sénégal, vous le savez, a pratiquement fait un peu comme la Côte d'Ivoire. Vous savez que la Côte d'Ivoire a levé il y a récemment, au mois de juin, un emprunt sur le même marché des bons assimilables du Trésor avec 6,57%. Alors, donc, je pense que certainement le Sénégal a dû vouloir se limiter à un montant qui ne puisse pas contrarier sa politique budgétaire. Parce que n'oubliez pas qu'on est sur du court terme. Attention. Les propos de l'économiste Magaye Gaye recueillis par Mohamed Ali Mouba. Près de 250 jeunes et femmes formés dans différents secteurs dans la zone centre. C'est dans le cadre de la semaine de l'Office national de formation professionnelle. À Kaolack, le chef de l'antenne régionale estime que l'amélioration des compétences des jeunes en vue d'une réinsertion sociale pourrait être un levier important, surtout dans la lutte contre l'immigration irrégulière. Cheikh Abdou Ahad Ndaw, interrogé par Fatou Mbow. Près de 250 bénéficiaires formés par l'ONFP dans différents domaines. Comme vous le savez, il y a de cela près de 8 mois, nous nous sommes réunis à Kaolack à l'occasion de la semaine de l'ONFP
au niveau de la zone centre. Donc c'était le prétexte pour lancer une série de formations en direction de jeunes et de femmes de Kaolack dans les domaines divers comme l'électricité, la saponification, la transformation des céréales locales, mais également des formations en bureautique et en conduite automobile. Donc il est question aujourd'hui de remettre les titres de qualification et d'attestation, mais également c'était l'occasion pour communiquer sur les offres de services de l'ONFP. Alors la formation globalement peut être considérée comme un instrument très efficace pour faciliter l'insertion des jeunes et des femmes. Nous savons également que l'une des causes de cette émigration, c'est justement le manque d'emploi, le sous-emploi au niveau de la zone. Maintenant, renforcer ces jeunes et ces femmes en compétences dans des domaines aussi divers que variés, donc est une façon pour l'ONFP, comme vous l'avez dit, de lutter contre l'émigration clandestine qui est un fléau, en tout cas qui touche plusieurs pays, dont notre pays, le Sénégal. La stratégie de l'ONFP, c'est de cibler les secteurs à fort potentiel, en tout cas d'emploi. Des secteurs qui sont porteurs, qui sont créneaux, en tout cas d'emploi pour les jeunes et les femmes. Et puis le cercle des machines du Sénégal au chevet des agriculteurs de la commune de Niassène dans l'arrondissement de Djilor. Un lot d'équipements agricoles a été mis à leur disposition, des semoirs, des houes et autres matériels que les cultivateurs qu'ils désirent vont prendre en location. Les recettes vont être utilisées pour la maintenance du matériel. Ce concept né en Allemagne et reproduit au Sénégal par le cercle des machines qui cible cette région. Aminata Goudiaby pour les détails. Cette initiative de Cercle des machines du Sénégal veut pallier les problèmes d'accès au matériel agricole que rencontrent certains producteurs. L'association acquiert du matériel agricole qu'elle met à la disposition d'un comité dans ses localités d'intervention. Pour le moment, c'est du petit matériel que les agriculteurs prendront en location et les recettes générées vont permettre d'en acheter d'autres. Le Cercle des machines de Niassène dans le département de Foundiougne a reçu un lot d'équipements. Faustin Mamtiaou, coordonnateur du Cercle des machines du Sénégal. Ils ont reçu 36 semoirs, 36 houssines et ils vont recevoir dans les jours à venir une batteuse d'arachide. Si un membre a besoin de semoirs ou bien d'une batteuse d'arachide, lui-même il n'a pas les moyens d'avoir 2 millions pour en tout cas payer une batteuse d'arachide. Avec l'appui des cercles de machines, avec 10 000 francs ou bien 5 000 francs, il peut bénéficier du service de cette batteuse d'arachide-là. Et l'argent généré par cette activité de machines-là permettra au cercle de pouvoir continuer l'autofinancement. Ce matériel est financé par des partenaires allemands qui ont créé ce concept depuis plus de 60 ans. Le Cercle des machines veut favoriser une agriculture durable pour tous. Nous disons que c'est une dynamique de développement. Ce concept est né en Allemagne, en Bavière, depuis 1958, qui permet aux agriculteurs de s'entraider. Niassène est une commune où l'essentiel de la population vit d'agriculture, mais le manque de matériel constitue souvent un casse-tête pour les cultivateurs démunis. Oumar Niass, chef de cabinet du maire de Niassène. C'est une commune rurale et la demande en semoirs était importante. L'État soutient cette initiative du Cercle des machines du Sénégal. Yankoba Diawara est le chef du service départemental du développement rural de Foundiougne. Un modèle qui est venu à son heure à renforcer le parc d'équipements agricoles du département qui est en difficulté. Dans le département de Foundiougne, la campagne agricole bat son plein. La mise en place des semences est bouclée. Quant à la distribution des engrais, elle se poursuit, selon le directeur du développement rural du département de Foundiougne, Aminata Goudiaby, Fatick RFM. L'actualité internationale. L'actualité internationale avec vous, Georges Déthié Diop. Bonjour. Bonjour, Souleymane. Le chef du Hamas tué dans une frappe à Téhéran, l'Iran promet à Israël un châtiment sévère. Le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, déclare dans un communiqué qu'avec cet acte, le régime sioniste criminel et terroriste a préparé le terrain pour un châtiment sévère pour lui-même et qu'il considère qu'il est de leur devoir de venger le sang versé sur le territoire de la République islamique d'Iran. Un responsable du bureau politique du Hamas a déclaré que l'assassinat d'Ismaël Haniyeh était un acte lâche qui ne restera pas sans réponse. Israël n'a pas encore réagi à ce sujet. Ismaël Haniyeh a été tué à Téhéran avec l'un de ses gardes du corps, assassinat qui ne sera pas sans conséquence au Proche-Orient et va marquer une rupture au sein du Hamas. C'est les propos de Bakary Samb, directeur de Timbuktu Institute. Ismaël Haniyeh était un homme politique palestinien, né en 1963. Il a été le chef de file du Hamas depuis mai 2017. Il occupait également le poste de Premier ministre sous l'autorité nationale palestinienne de 2006 à 2007, date à laquelle son gouvernement est limogé par le président Mahmoud Abbas. À partir de là, il se retrouve aussi à la tête de ce mouvement, mais dans la partie exilée du leadership du Hamas depuis le Qatar, offrant ainsi au mouvement de résistance Hamas
une possibilité d'avoir une direction depuis l'étranger en coordonnant la vie politique, peut-être militaire de ce mouvement de résistance qui, on le sait, contrôle la bande de Gaza. Aujourd'hui, sa mort va être une rupture dans le fonctionnement du Hamas, qui est ainsi privé d'une direction exilée ayant une forme de marge de manœuvre pour influer sur le cours des choses. Mais aussi Haniyeh est une personnalité assez connue depuis sa jeunesse au sein du mouvement palestinien, où il a adhéré très rapidement à la politique militante et milite dès sa création au Hamas pour ainsi préconiser la lutte armée par rapport au Fatah qui préconisait le dialogue. On l'a vu depuis les accords d'Oslo jusqu'à présent, qui hélas, le dialogue n'a pas pu porter ses fruits. Et aujourd'hui, le Hamas s'est affirmé depuis octobre avec cette guerre ouverte aujourd'hui avec Israël, avec toutes ses conséquences sur ses voisins, toutes les conséquences aussi sur la question palestinienne de manière générale. Définitivement, la mort de Haniyeh va marquer une rupture et le mouvement Hamas devra se reconstituer, en tout cas revoir sa stratégie pour continuer à pouvoir peser sur la balance, notamment dans la bande de Gaza, mais aussi sur l'échiquier international où le Hamas aujourd'hui quand même est un mouvement de premier plan dans la résistance palestinienne. Ismaël Haniyeh sera enterré vendredi à Doha au lendemain des funérailles officielles dans la capitale iranienne. Jeudi, l'Iran qui a décrété 3 jours de deuil national après son assassinat. Au Mali, des civils tués par des tirs de drones non loin de la frontière algérienne. 6 civils à Tinzaouetten, non loin de la frontière algérienne au nord du pays. Les victimes seraient des orpailleurs nigériens, soudanais et tchadiens, selon le porte-parole du cadre stratégique permanent qui s'est confié à RFI. Les drones ont été envoyés soit par un pays voisin du Mali comme le Burkina Faso ou le Niger, soit par les mercenaires russes et l'armée malienne qui ont voulu prendre leur revanche après le dernier revers subi dans la zone. En Guinée, verdict attendu ce mercredi du procès des événements du 28 septembre 2009. Cela après 22 mois d'audience, presque 2 ans. Les accusés risquent de lourdes peines. Le parquet avait requis la perpétuité contre l'ex-président Moussa Dadis Camara et avait demandé une requalification des faits en crime contre l'humanité. Les victimes demandent justice, mais elles veulent aussi des réparations, 100 000 à 300 000 euros de dédommagement. Selon le préjudice, Dadis Camara et ses co-accusés avaient tous plaidé non coupables. Parlons maintenant de la rébellion du M23 en RDC. L'Angola annonce un cessez-le-feu entre Kinshasa et Kigali. Selon la présidence angolaise, le cessez-le-feu va prendre effet à minuit le 4 août prochain. Il sera supervisé par le mécanisme ad hoc qui sera renforcé, a indiqué Luanda en référence au système de pacification déjà créé en réponse aux violences. Le cessez-le-feu a été conclu lors de la 2e réunion interministérielle entre la RDC et le Rwanda. L'Angola est médiateur dans le conflit qui oppose les deux pays. Merci Georges Détié-Diop, 12h25. RFM Sport. Accueillons maintenant Malal Junior Diagne pour le journal des sports. Bonjour Malal. Bonjour Suleiman. La famille de Amara Diouf accuse les dirigeants de Génération Foot de mise en danger du jeune joueur. Ceci est suite donc à une blessure contractée par le joueur et les dirigeants de Génération Foot l'avaient mis sous infiltration pour le faire jouer. La brouille donc a enflé puisque la famille a décidé de signer un contrat avec une association pour gérer les affaires du joueur, ce que dénoncent et contestent un peu les responsables de Génération Foot. Cheikh Tidiane Diagne nous en dit un peu plus par rapport à la sortie des membres de la famille de Amara Diouf. D'emblée, les proches d'Amara Diouf accusent Génération Foot d'avoir mis sous infiltration le joueur afin de l'utiliser pour la fin de saison de Ligue 1. Ce procédé aurait eu des dégâts sur la santé de la pépite, nécessitant une intervention chirurgicale en Espagne pour ligament croisé. Selon notre témoin, c'est même au détour d'une consultation médicale anodine que la blessure d'Amara a été constatée, créant la désolation pour ce garçon dont l'avenir est prometteur. Il poursuit que Génération Foot, sachant qu'elle allait être attaquée pour ce fait grave, a par la suite porté le débat dans la presse afin d'orienter le
l'opinion. Revenant au contrat liant Amara Diouf à l'agence, notre interlocuteur balaye d'un revers de main, précisant par ailleurs que c'est à l'âge de 14 ans que le sociétaire DGF a été enrôlé par cette société pour gérer les intérêts du garçon. Il note par ailleurs que Génération Foot ne devrait avoir aucune crainte à propos des indemnités si toutefois Amara Diouf est recruté par un club. Loin de tout ça encore, pour lui, seule la santé d'Amara Diouf prime. Basketball, l'équipe nationale féminine poursuit sa préparation sans son coach titulaire. Qui est retourné aux États-Unis pour des affaires personnelles. Il reviendra le 6 août prochain. Pour l'instant, c'est donc les membres du staff qui gèrent les entraînements de l'équipe nationale du Sénégal. Une équipe qui va donc se rendre en Kigali pour le tournoi de préqualification pour la prochaine Coupe du Monde. Un tournoi prévu du 19 au 25 août prochain au Rwanda. Morba Signa a assisté ce matin à la séance d'entraînement des Lions. Les préparatifs du tournoi de qualification à la Coupe du Monde qui aura lieu du 19 au 25 août à Kigali. Ce groupe est marqué par la présence de jeunes joueuses. Déjà, on a 7 joueuses locales, 5 joueuses de l'équipe nationale U25 championne de la francophonie en 2023, mais aussi il y a l'ossature de cette équipe qui a joué le dernier Afrobasket, mais aussi le tournoi de qualification aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Donc, on peut dire qu'il est sur une logique de continuité par rapport à ce qui se faisait avant son arrivée. Cela donne une bonne impression de la politique de la Fédération sénégalaise de basket qui veut reconquérir le trophée en 2025. Au-delà de cette reconquête du trophée en 2025, il faut savoir qu'il y aura des éliminatoires à la Coupe du Monde en 2026 au mois de mars si le Sénégal passe ce tour préliminaire-là. Il y aura des compétitions au mois de mars. Il y aura aussi l'Afrobasket 2025 et les qualifications pour les Jeux Olympiques de 2028. Donc, c'est tout à fait normal de rajeunir ce groupe-là. Marius Ndiaye, donc terre d'entraînement de l'équipe nationale féminine, mais également de l'équipe nationale masculine. Les hommes préparent également sur la houlette de Ngagne Sagana Diop la double confrontation avec la Tunisie les 12 et 14 août prochains. Ce sera des matchs amicaux. Le handball avec également les quarts de finale de la Coupe nationale cet après-midi au stade de la Dior. Elhadj Badiane joue contre Disso à 16h15. Au jardin public de Rufisque également, l'équipe du Duc fera face à l'équipe de golf Suleiman. Merci Malal Junior Diagne. La revue de presse avec Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Concours général au banquier de l'excellence. Comme c'est de tradition, cette année encore, l'État du Sénégal a félicité les meilleurs élèves du pays et les a offert un exemple en guise d'émulation. Le président de la République qui a présidé la cérémonie en a profité pour se pencher sur l'école, son avenir et les réformes à introduire. Mais plongeons avec le soleil dans l'ambiance de la cérémonie. En première page, Bassirou Diomaye pose entouré de Zainab Diène Samb, meilleure élève des classes de première, une exalté des mathématiques et des sciences physiques, et Amadou Bachir Touré, les meilleurs élèves des classes de terminale. Sur le cliché, on aperçoit aussi le parrain, le professeur Mamadou Sankhare, modèle de dévouement et d'excellence dans le domaine des mathématiques. Un homme d'une dimension exceptionnelle, une fierté pour le Sénégal, a dit le président. Bassirou Diomaye repris toujours par le soleil. Mon confrère constate que l'école publique a maintenu sa domination. Pour cette édition encore, les établissements du public continuent de dicter leur suprématie. Ils ont raflé plus de 84% de distinctions. Notre système éducatif offre donc un exemple. Mais Basbi le jour note que Bassirou Diomaye souhaite renforcer l'enseignement des sciences et des maths. Il annonce son programme de recrutement d'enseignants. Selon Réumi Quotidien, le président souhaite un repositionnement stratégique de l'école sénégalaise, une école au service de la souveraineté nationale. Le journal Le Quotidien relève, lui, que l'excellence désormais se féminise. Prouesse des femmes. Sur les 100 lauréats, les 53 sont des filles, 47 garçons. Le quotidien s'est entretenu avec Zainab Diène Samb, la meilleure élève des classes de première, élève à l'école privée Racine School. Elle a bouleversé l'ordre souvent établi dans les performances des différents établissements habitués à ces reconnaissances. Décrite comme sérieuse, la clé de son succès, le travail. Le journal relève que le Britannique militaire est de retour. Grand comeback avec Amadou Bachir Touré qui ramène l'école au sommet
sommet meilleur élève de terminale du concours général. L'établissement retrouve donc le sommet après 10 ans de guette, 10 ans sans remporter le titre de meilleur élève du concours général. Le journal note que la problématique de l'enseignement de nos langues maternelles a refait surface à la cérémonie. La langue française, toujours considérée à tort comme langue étrangère. Sucre salé du quotidien nous dit que le complexe de la France est profondément ancré dans la tête des intellectuels sénégalais depuis des années pour justifier les retards structurels de la scolarité des élèves. Les gens enseignants en tête ressortent les débats sur les langues nationales et la réduction des langues étrangères dans le cursus. La nuit est que l'on peut vraiment prétendre que le français est toujours une langue étrangère. De plus, peut-on dire que la Somalie, le Rwanda ou Madagascar ont un système scolaire meilleur que le nôtre, s'interroge la publication. Le Premier ministre, dans l'après-midi, a reçu les meilleurs élèves du Sénégal. Ces derniers lui ont posé une série de questions, plein de sujets sur la table, note l'AS. Dans ses réponses, Ousmane a insisté sur le phénomène des réseaux sociaux, les dérives notées sur l'espace numérique. Il assure que le gouvernement prendra ses responsabilités pour mettre fin aux abus sur la toile, discours de haine et les actions néfastes. Les journalistes aussi critiqués. Plus question de laisser les établissements scolaires interdire par ailleurs le port du voile. Le Premier ministre défend donc le voile à l'école et promet l'enfer aux photos de troubles sur les réseaux sociaux, note le journal Les Échos. Ahmed Suzanne Camara a d'ailleurs été envoyé en prison hier, accusé d'offense au chef de l'État, discrédit sur les hautes autorités de l'État ou incitation des citoyens à enfreindre la loi. L'AS note que son dossier a été envoyé en instruction. Pacte de bonne gouvernance, Dioma est pressé par les assisards. Ces derniers demandent au président de se déterminer l'application des assises au plus vite. Bosby Le Jour écrit à ce sujet que les assisards signent avec des réserves et lui posent quelques questions. Pourquoi, Monsieur le Président, vous ne répondez pas à notre correspondance? Pourquoi les mots pacte et assises nationales semblent bannis de votre discours? Pourquoi le collectif n'a pas été invité pour la réforme de la justice? Mamadou Ndoye, une des voix de ces assisards, de dire « Nous n'osons pas croire que les nouvelles autorités feront moins que Macky Sall ». À la une du journal LAS, la montée de la nappe phréatique à Touba, Serigne Bass Abdou Khadre tape du poing sur la table de l'État. Le président du comité d'organisation du Grand Magal de Touba assisté hier à Dakar à une réunion nationale consacrée à l'événement. Dans son message, Serigne Bass Abdou Khadre a rappelé à l'État l'urgence de trouver une solution à la montée de la nappe phréatique qui constitue, selon lui, une bombe écologique. Bonne nuit à tous. C'est la fin de cette édition à 12h34. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et réalisé. El Hadj Ndiogou Diène à la rédaction en chef. Chef d'édition Barthélémy Ngom à la mise en onde d'Abdoulaye Diop. Maïssa Mbaye au digital et à la production Alioune Ba et Amady Ndiaye. À 13h, vous avez rendez-vous avec Barthélémy Ngom pour le grand journal en Wolof. D'ici là, Sodetiam, bonjour. Bonjour Souleymane. Dans un instant, le journal des Jeux Olympiques. Excellente suite des programmes sur la RFM. Excellent après-midi. Au revoir. Merci beaucoup à Souleymane Niang. Bonjour et bienvenue à ce 6e numéro du journal des Jeux Olympiques Paris 2024. Abdoulaye Diop et la technique Maïssa Mbaye digital. Pas d'athlètes sénégalais en lice ce mercredi, alors on démarre avec les sports collectifs. Basketball, l'un des représentants africains, le Soudan du Sud, qui a fait bonne impression lors de sa première sortie, va défier les États-Unis d'Amérique à 19h GMT, une équipe que les Sud-Soudanais avaient affronté récemment en amical. Un match soldé par une victoire des Américains. 101 à 100 grâce à un tir en toute fin de match de LeBron James. Alors, comment les Black Stars doivent-ils se comporter? Tentative de réponse avec notre confrère du site basketsénégal.com, Abdou Seye.
Donc ce sera un match totalement différent de ce qui s'est passé la fois passée. Les deux équipes se retrouvent avec un enjeu différent puisqu'il s'agit d'un match de qualification pour le prochain tour. L'équipe du Sud-Soudan doit se méfier de cette équipe américaine puisque c'est une équipe qui a une puissance offensive vraiment qu'on peut maîtriser. Une équipe capable de marquer plus de 100 points par match. Donc c'est vraiment une équipe qui sera difficile à battre. Vraiment. Mais le coup est jouable. Le coup est jouable parce que le Sud-Soudan n'est plus à présenter. Ils ont bâti une équipe capable de s'imposer devant n'importe quelle équipe. La preuve, ils ont tenu tête aux Américains lors d'un match amical. Ils ont remporté leur premier match de ces Jeux Olympiques, vraiment historique. Donc ils sont en train de battre des records et s'ils continuent sur cette lancée, ils peuvent décrocher la victoire. Maintenant, il faudra savoir exploiter les failles de la défense américaine parce qu'on a vu que l'équipe américaine a une puissance offensive vraiment impressionnante. Mais en défense, il y a quelques lacunes au niveau de la rotation défensive. Mais comme l'équipe est vraiment orientée vers l'offensive, donc si une équipe qui est capable de scorer plus de 100 points est assurée de gagner ce match. Maintenant, l'objectif d'abord, ce sera de réduire le potentiel offensif des Américains pendant ce match, essayer de réduire les capacités de certains joueurs clés, bien que ce sera quasi impossible. Et maintenant, essayer aussi d'exploiter les failles au niveau de la défense, parce qu'il y a certaines failles qui ont été observées dans la défense américaine. Donc si l'équipe sud-soudanaise arrive à tenir pendant 40 minutes pour exploiter les failles de la défense et rester constant en attaque, ils ont des chances de s'imposer. Abdou Sey, retenez que dans cette équipe sud-soudanaise, nous avons 3 joueurs qui ont eu à participer donc à la Basketball Africa League. Il s'agit de Majok Dank, vice-champion 2024 de la balle avec Al Ahli Libye, Nouni Omot, champion et MVP de la balle 2023 avec Al Ahli d'Égypte, Haman Malouache, ancien élève de la NBA Academy, vice-champion 2023 de la balle avec l'équipe de l'AS Douane. Pour la suite donc du programme aujourd'hui avec le basketball, Porto Rico fera face à la Serbie, toujours chez les hommes, et chez les dames, Porto Rico, Espagne, Chine, Serbie. Nous passons donc au handball, Croatie, Allemagne, Espagne qui fera face au Japon, Slovénie, Suède, la France qui va affronter l'Égypte, Danemark et Argentine. Football à présent, 2 équipes africaines sont éliminées hier au terme donc des phases de groupe. Il s'agit de la Guinée, 4e au classement avec 3 défaites, et le Mali qui termine à la 3e place de la poule D avec 2 défaites et 1 match nul. Par contre, l'Égypte passe au prochain tour après avoir terminé à la tête du classement de la poule C avec 2 victoires et 1 match nul, et le Maroc aussi avec 2 victoires et 1 défaite. Comment analyser donc les performances des représentants africains donc dans cette discipline de football aux Jeux Olympiques? Tentative de réponse avec notre confrère Moustapha Sadio. On fait 50% de qualifiés sur nos 4 engagés avec les qualifications du Maroc et de l'Égypte. Surtout de voir l'Égypte terminer première de son groupe devant l'Espagne quand même. Ça montre vraiment que le football africain a toujours son mot à dire aux Jeux Olympiques. Si on n'a jamais été champion du monde, on n'oublie pas qu'on a été champion olympique 2 fois de suite, en 96 et en 2000. En 96 avec le Nigeria et en 2000 avec le Cameroun. Donc ça montre que c'est une compétition où l'Afrique a souvent brillé. Je pense que même le Nigeria a été récemment à Rio en demi-finale, je pense éliminé par le Brésil de Neymar. Le Sénégal a été jusqu'en quart de finale éliminé par le futur vainqueur, le Mexique, avec les Ousmane Mané, les Gana Gueye, Kouyaté, Sadio Mané, donc Pape Ndiaye Souare et Moussa Konaté. On se souvient de ça. Donc voir aujourd'hui le Maroc et l'Égypte en quart de finale, on espère vraiment les voir, surtout avec la première place de l'Égypte et la première place du Maroc. Ils auront des deuxièmes de groupe. On espère les voir ad minima en demi-finale. Et je pense qu'une de ces 2 équipes-là est capable d'aller jusqu'en finale avec des concours de circonstances. Voilà, donc ça fera déjà une médaille avec une équipe qui se qualifie en finale. Sinon, en demi-finale aussi, même avec une élimination, il y a toujours cette chance d'aller chercher la médaille de bronze. Donc moi, je reste vraiment
vraiment fier de la participation africaine. Les grosses déceptions, je l'ai rappelé, c'est la Guinée qui termine dernière de son groupe, d'un groupe très très abordable à sa main. Peut-être la France était une bonne équipe dans ce groupe-là, mais la Nouvelle-Zélande ou les États-Unis, je pense que la Guinée avait largement, surtout avec un effectif composé de Naby Keïta et d'aussi bons joueurs que j'ai vus dans leur match. Je pense que la Guinée avait largement les coups de franche pour pouvoir franchir ce premier tour-là, mais terminer avec 3 défaites, quand même, c'est une grosse déception. Le Mali avait l'occasion, en battant le Paraguay hier, de se qualifier également comme deuxième de groupe, mais le Mali a fini par perdre 1-0 face au Paraguay. Ils avaient vraiment l'opportunité de se qualifier. Moustapha Sadio, et l'on connaît les affiches des quarts de finale qui vont se jouer le 2 août. Maroc fera face aux États-Unis, le Japon face à l'Espagne, l'Égypte va affronter le Paraguay, France face à l'Argentine. À présent, les autres actualités liées toujours aux Jeux Olympiques Paris 2024. Aujourd'hui, c'est avec Cheikh Tidiane Diagne. Au triathlon, le Français Léo Berger remporte une médaille de bronze. Le Britannique Alexeyé est en or. Au tableau des médailles, les Asiatiques sont devant avec la Chine, 7 médailles en or, 6 en argent. Le Japon, 7 médailles en or et 2 en argent. Et puis le pays hôte, la France, 6 médailles en or, occupe la 3e place du podium. Justement, l'équipe de France de football va affronter une nation africaine, l'Égypte, pour son entrée en lice dans les quarts de finale. Justement, en quart de finale de football de ces Jeux Olympiques, l'équipe de France affrontera l'Argentine vendredi prochain à Bordeaux. Un match forcément particulier dans le contexte actuel après les chants anti-France racistes entonnés par les Argentins à la suite du sacre lors de la Copa América 2024. Après avoir récemment battu son record personnel avec un saut à la perche de 5,95 m, le Français Thibaut Collet n'a jamais été aussi en forme de sa vie, a-t-il indiqué en zone mixte. Présent au Club France à quelques jours de son entrée en lice aux Jeux Olympiques, le perchiste français qui a décroché la 5e place au dernier championnat d'athlétisme à Budapest en 2023 se sent prêt à disputer ses premiers Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques 2024 sont finis par contre pour la Brésilienne Ana Carolina Vieira, membre des relais 4x100 mètres nage libre et 4x100 mètres 4 nages mix de l'équipe Auriverde. La nageuse de 22 ans a été exclue par le comité olympique brésilien après une sortie sans autorisation dans Paris. C'était vendredi soir, accompagné de son petit copain, également nageur. Il s'agit de Gabriel Santos. Place à présent donc aux faits marquants donc des Jeux Olympiques. Certains sports ont été retirés du programme olympique, à l'instar du polo ou du tir à la corde. D'autres tels que le tir à l'arc ou le tennis furent abandonnés au début des Jeux, mais réintroduits dans le programme olympique plusieurs années après. Un petit rappel de ces disciplines avec la complicité de Pape Malik Diao. Pour ce numéro des faits marquants au JO, nous vous parlons aujourd'hui des épreuves qui ont disparu au fil du temps. Le tir aux pigeons vivants, les Jeux de Paris en 1900 ont organisé cette compétition où près de 300 pigeons ont été utilisés en guise de cible. C'est un tireur belge, Léon de Lunden, qui remporte l'épreuve avec 21 pigeons tués. L'épreuve ne sera pas renouvelée, jugée trop cruelle. La discipline sera finalement modifiée et le pigeon remplacé, d'où le nom de tir aux pigeons d'argile aujourd'hui. La nage sous l'eau, il fallait alors nager le plus loin possible et le plus longtemps possible. Les points se gagnaient en fonction des mètres parcourus et des secondes passées sous l'eau. En 1900, c'est un Français, Charles de Vandeville, qui remporta l'épreuve en nageant 60 mètres en 1 minute et 8 secondes, devenant ainsi le premier champion olympique français de natation. Le hic, c'est le public qui ne voyait pas grand-chose et l'épreuve a vite été abandonnée. Il n'y a pas que ces disciplines qui ont disparu, il y a également le polo qui a été disputé aux Jeux Olympiques entre 1900 et 1924, puis en 1936, avant de disparaître du programme olympique. Le tir à la corde figurait aussi au programme de 1900 à 1920 avec 2 équipes de 8 joueurs qui se faisaient face. Le but était de faire avancer les adversaires de 2 mètres en moins de 5 minutes. Le saut en longueur figura aussi sur le programme des Jeux de 1900 à 1912. L'épreuve était d'ailleurs divisée en 3. Hauteur, longueur et triple saut. Le bateau à moteur fut un sport olympique pour la seule et unique fois en 1908. D'ailleurs, sur les 9 courses programmées, seulement 3 ont eu lieu. Et vous ne vous en doutiez sûrement pas, le golf était aussi un sport olympique en 1900 et 1904. Et après une longue absence, bien sûr, le golf
fera finalement son grand retour dans le programme olympique de 2016 au JO de Rio. Malik Diaw qui met un terme à ce 6e numéro du journal des Jeux Olympiques Paris 2024. Merci également à Cheikh Tidiane Diagne. Côté technique, Abdoulaye Diop, Digital Maïsambay. C'était tout donc pour ce 6e numéro. Rendez-vous à 13h pour la version Wolof.